20h passées de 30 minutes ici sur ce plateau d'Africa Today. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi sous l'égide du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs questions ont été débattues, notamment le bulletin de paie des travailleurs de la fonction publique, la situation de la distribution des médicaments dans le pays et la célébration de la journée africaine de la fonction publique à Kigali au Rwanda du 21 au 23 juin prochain. Les explications avec Daouda Mohamed Kamara. D'entrée de jeu, c'est le président de la République qui a donné des instructions au gouvernement. De veiller à la correcte application et au suivi des mesures adoptées pour accélérer la distribution des engrais aux agriculteurs. À procéder à l'évaluation du niveau de réalisation des grandes infrastructures en cours et à veiller au respect des délais de livraison des ouvrages programmés. Au ministre en charge des mines de produire un rapport sur l'application de la politique de promotion du contenu local au niveau des exploitations minières. Au gouvernement de tirer les conclusions des dernières visites de travail de la Société financière internationale et de la Banque islamique de développement. Au titre des communications, le ministre du Budget a soutenu son idée de modernisation de l'administration publique avec notamment la dématérialisation des bulletins de paie des salariés que le département juge moderne, économique et commode. Les bulletins sont imprimés pour 100 000 fonctionnaires avec un coût mensuel à 800 francs par bulletin de paie. Les avantages de cette dématérialisation, la protection contre les pertes et destructions, l'accessibilité aux bulletins de paie à distance, la familiarisation avec l'outil Internet, la réduction des frais d'impression, l'optimisation des processus de gestion des ressources humaines et la modernisation de l'administration. Quant au document de politique nationale de protection sociale, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a soutenu qu'en dépit des mesures existantes, seulement 6% de la population bénéficie de la couverture sociale. Elle a soutenu que le document de protection sociale a été élaboré de façon participative par un comité interministériel composé de hauts cadres sous la direction de son ministère, avec un accompagnement technique et financier des partenaires de développement, la Banque mondiale, l'UNICEF, le BIT. La ministre a rappelé que cet outil précieux de protection sociale est conforme avec la vision Guinée 2040 et est inscrit dans le plan national de développement. Caractérisé par une déréglementation et le non-respect des normes, les sociétés grossistes répartiteurs se chiffrent aujourd'hui à 100 et alimentent pour la plupart le marché guinéen et de façon illicite en faux médicaments. Et la mission de la commission d'évaluation est claire. Mettre fin aux sources d'approvisionnement de notre pays en faux médicaments, de revoir le nombre de sociétés grossistes importateurs à la baisse, d'assainir le secteur privé pharmaceutique par l'application correcte de la loi. Il a indiqué que les résultats préliminaires de la première étape consacrée à l'évaluation administrative de l'ensemble des sociétés grossistes répertoriées de la Direction nationale des laboratoires a porté sur 94 sociétés contre 97 déclarées. Au terme, le rapport de la commission a abouti aux conclusions suivantes. Une légèreté notoire dans le traitement des dossiers au vu des directives. Des sociétés agréées sans statut. Les éléments justifiant la capacité du marché pharmaceutique total n'ont pas été observés. Pire, le rôle du pharmacien garant du professionnalisme des sociétés grossistes a été complètement ignoré. Au titre des divers, le ministre de l'Énergie a informé des perturbations sur les lignes de transport de l'électricité suite aux actes de vandalisme sur la ligne de Garafiri. Plus d'une centaine de migrants guinéens vivant en Libye ont récemment décidé de rentrer volontairement au pays avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration. Selon la ministre des Affaires étrangères, cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la politique d'intéressement des jeunes à l'idée de rester au bercail. Makale Kamara l'a fait savoir lors de son passage ce mercredi à l'Assemblée nationale. Plus de précisions avec Saloum Kondé. Selon des spécialistes, la migration guinéenne s'est de plus en plus accentuée ces dernières années vers les pays du Maghreb. Ces voyages à la recherche de l'Eldorado n'est pas sans risque. Les candidats rencontrent fréquemment des difficultés dans la traversée du désert. Certains sont expulsés dans les pays d'accueil ou emprisonnés et d'autres périssent sur la route. Face aux parlementaires ce mercredi, la ministre des Affaires étrangères a exprimé que ce flux migratoire
est d'abord encouragée à la base, c'est-à-dire dans les familles. Il y a des recruteurs qui sont dans nos quartiers, qui sont dans nos villages, et certainement nous devons les connaître, parce que si nous-mêmes nous coopérons à cela, il s'agit de notre voisin ou l'ami de notre voisin qui est là pour convaincre les enfants de partir. Bien évidemment, les passeurs qui en ont fait leur fonds de commerce et qui ont beaucoup d'argent écument le secteur rural, écument l'intérieur de nos pays pour convaincre les enfants d'y aller. Autre aspect généralement moins abordé dans les discours officiels parlant de la migration, c'est celui lié aux conventions entre les pays. Comme la Guinée, pour la plupart des pays, la question migratoire inquiète tous les gouvernements. L'Angola est une question récurrente, c'est vrai. Nous avons des problèmes avec nos compatriotes en Angola. Notre ambassadeur s'en occupe très fortement. Mais en général, par rapport à l'Angola, à l'Algérie, au Maroc, il faut reconnaître que le flux de migration aujourd'hui dans le monde entier est une question qui effraie les gouvernements. Et quand vous arrivez quelque part sans visa, illégalement, c'est difficile. Selon les statistiques disponibles d'après la chef de la diplomatie guinéenne, la couche juvénile est principalement concernée par la question d'immigration en Guinée. Cela est provoqué par un manque d'emploi, à en croire la ministre des Affaires étrangères. Amakale Kamara d'ajouter que l'Union européenne et l'OIM sont en partenariat avec le gouvernement guinéen pour la mise en place d'une politique pouvant encourager la sédentarisation des jeunes. Comment se porte aujourd'hui le parti Guinée pour tous GPT? Cette question se trouve sur les lèvres de nombreux citoyens disparus de l'arène politique depuis son alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Le parti dirigé par l'actuel ministre d'État à la présidence chargé des questions d'investissement d'État et des partenariats publics-privés, Ibrahima Kassori Fofana se porte très bien selon son vice-président. Pour Soriso, le GPT surprendra plus d'un Guinéen lors des prochaines échéances communales. Alcénie Diallo. Libère ton esprit, voici l'un des slogans qui a fait le tour de la Guinée lors de la présidentielle de 2010. Et ce slogan avait permis au parti politique Guinée pour tous d'arriver 11e avec 0,66% des suffrages au premier tour de cette élection. Mais aujourd'hui, cette formation politique conduite par Kassori Fofana baigne dans un silence total. Le GPT avait opté stratégiquement de ne pas communiquer trop, de ne pas faire trop de bruit, mais plutôt de travailler sur le terrain. Depuis un certain temps, le GPT était en train de travailler dans l'implantation de ces comités de base sur le terrain. Parce qu'une élection se gagne sur le terrain. Un parti fonctionne plutôt sur le terrain qu'au niveau de l'infrastructure. Cette diplomatie politique du GPT se veut payante selon son vice-président. Car pour Soriso, cela a permis au parti d'obtenir des effets positifs sur le terrain. Les résultats, si je prends par exemple le cas de la ville de Conakry, je peux vous dire qu'il n'existe pas aujourd'hui une commune où le GPT n'est pas implanté et de façon solide à travers les comités de base. Aujourd'hui, dans chaque commune de Conakry, le GPT est à plus de 95% d'implantation de ces comités de base, des comités de base opérationnels. En répondant à ceux qui pensent que le GPT s'est fondu dans le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, le vice-président de Guinée pour tous ne passe pas par 1000 chemins. Nous ne roulons pas pour le RPG, mais nous roulons avec le RPG. C'est extrêmement différent. Nous sommes en alliance avec le RPG, mais le GPT garde ses valeurs. Le GPT est un parti autonome en alliance avec le RPG. Par rapport à ces élections, nous irons en alliance avec le RPG parce que nous avons déjà fixé les clauses de notre alliance électorale par rapport aux élections communales. Pour matérialiser ce mariage entre ces deux partis politiques, il y aura des communes où le GPT aura des têtes de liste soutenues par le RPG Arc-en-Ciel lors des prochaines élections en Guinée et vice-versa, a conclu le vice-président du GPT.
Les écarts de langage, des invectives, de l'insolence et même des injures publiques sont de nos jours monnaie courante dans les débats politiques en Guinée. Cela au mépris des valeurs cardinales de notre société. Le dernier en date s'est passé malheureusement avec les députés de la République à l'Assemblée nationale. Vu l'ampleur que prend le phénomène, il inquiète plus d'un aujourd'hui. C'est le cas du vice-président du parti GPT et le porte-parole du PEDN. Décryptage Diao Bachir. Après la sortie écolali du chef de l'État face aux étudiants, la manifestation diversement interprétée des Guinéens de Bruxelles et les interventions quotidiennes d'autres citoyens dans les émissions interactives, les écarts de langage et injures sont devenus le jeu privilégié des représentants du peuple. Comme toutes les autres injures que regrettent Soriso du GPT et Faya François Bouguno du PDN, celles des députés sont, selon eux, d'une responsabilité partagée, mais surtout de l'État. La France de l'État. Les citoyens sont censés se comporter comme si il n'y a pas d'autorité. Donc nous lançons un appel pour que l'État renaisse en Guinée, que des dispositions soient prises pour que les différentes lois soient respectées. À mon avis, la société guinéenne est en train de perdre ses valeurs. Moi, je vois ça plutôt comme étant une détérioration de nos valeurs sociales. Ce pays-là est bâti sur des valeurs. Nous avons hérité de nos parents des valeurs de respect de la dignité humaine, de respect de la dignité d'une personne. Au dire du vice-président de Guinée pour tous et du porte-parole du Parti de l'Espoir pour le développement national, jamais les injures n'honorent la Guinée et l'ampleur actuelle exprime l'absence de l'État et le mépris de nos valeurs cardinales. Il faut qu'on retourne vers nos valeurs fondamentales. L'injure, l'insolence, le manque de respect, le manque de civisme ne font pas partie de nos valeurs cardinales. Nous devons nous battre pour qu'il y ait l'État, pour que nous soyons tous régis par des dispositions, n'est-ce pas, qui vont asseoir l'égalité, n'est-ce pas, de nous tous devant ces institutions qui vont être mises en place. Si l'État existe, il y aura une confiance entre l'État et les institutions. Selon les textes en vigueur en Guinée, les injures publiques constituent un délit passible de peine. Malheureusement, nul n'a encore été inquiété pour injures publiques qui pourraient servir d'exemple. La date fruit du paradis selon des fidèles musulmans, beaucoup consommés pendant ce mois saint de Ramadan, les qualités, les prix et son importance, c'est dans ce reportage signé Buntura Bikita. Nous sommes au marché Niger Kaloum. Ici se trouve un point de vente des dattes, un fruit très convoité en ce mois saint de Ramadan. Derrière son étable, Aïcha Sissé propose plusieurs variétés de ce produit. Il y a plusieurs qualités de dattes, celles qui sont sèches, un peu mouillées et très mûres. Les prix aussi varient entre 5 et 25 000 francs guinéens. Non loin d'elle se trouvent d'autres vendeuses comme Bobo Keita, une sexagénaire doyenne aujourd'hui dans cette activité de vente de dattes. Ça fait longtemps que je suis dans ça. Que ce soit Ramadan ou pas, c'est mon gagne-pain. Ces dattes proviennent de différents pays arabes et africains. Ce fruit charnu au goût sucré provient du palmier dattier. Il a une grande portée religieuse, surtout durant ce mois de Ramadan, selon les consommateurs. Notre prophète faisait la rupture du jeûne avec la date. C'est pourquoi je l'imite également. Moi je mange la date parce que c'est bon. Le prophète consommait pendant la rupture. C'est conseillé aussi de couper avec quelque chose de sucré. C'est le fruit de l'arbre du paradis. C'est conseillé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous on le consomme à la mosquée avant la rupture. Outre ses vertus religieuses, la date recèle d'autres qualités d'ordre thérapeutique selon nos recherches. Elle renferme du calcium et de la protéine qui constituent des éléments nutritifs pour l'organisme. De l'actualité, ce bras de fer entre le Gabon et Averda.
Averda, c'est la société chargée de collecter les ordures, notamment à Libreville, sauf que les caisses d'État sont vides. Averda n'est plus payé, alors pas de service. Les poubelles s'entassent et le conflit financier se transforme en problème de santé publique. Regardez. À la pestilence s'ajoutent désormais les fumées toxiques. Excédés de voir les poubelles s'entasser sur leur trottoir, les riverains ont tenté de s'en débarrasser en y mettant le feu. Un pis-aller inefficace. Mais cela fait 6 jours que les ordures ne sont plus ramassées à Libreville. Et en moins d'une semaine, près de 3000 tonnes de déchets jonchent les rues et polluent la vie des habitants. Est-ce que c'est normal, un pays comme ça? Est-ce que c'est normal? Et on nous dit non, on est un pays émergent, on nous raconte les conneries, les théories. Et pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. C'est inadmissible. Vendredi dernier, à Verda, l'entreprise chargée du ramassage des ordures a tout bonnement cessé de travailler. Les camions poubelles restent au garage et plus aucun éboueur dans la rue. Une mesure de rétorsion pour forcer le gouvernement à honorer ses dettes. Averda affirme que depuis 18 mois, l'État gabonais ne paye plus ses factures. Le bras de fer semble avoir fonctionné. Un arrangement serait en passe d'être trouvé avec le gouvernement, selon la société. Les raisons qui ont amené la société Averda Gabon à observer un arrêt des opérations sont des raisons purement financières. Nous sommes en passe, je dois l'admettre, de débloquer la situation et je pense que d'ici 48 heures, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Le gouvernement, quant à lui, refuse de communiquer sur la crise. La mairie de Libreville a fait appel à une autre société pour au moins débarrasser le centre-ville de ses déchets. Et ceux qui n'y habitent pas devront juste prendre leur mal en patience. Des conditions de vie inhumaines, des atteintes d'une gravité inédite en substance. Voilà comment Jacques Toubon juge la situation des clandestins de Calais, des mots forts émanant d'une notoriété. Jacques Toubon, c'est le défenseur des droits en France, l'avocat suprême des citoyens, une notoriété constitutionnelle qui dénonce les actions contre les associations qui veulent distribuer la nourriture aux clandestins. Regardez. Un bénévole empêché de donner à manger aux migrants par un policier. Un autre se fait arracher son portable alors qu'il est en train de filmer. Voilà le quotidien des bénévoles ces dernières semaines à Calais. L'association en charge des repas ne peut pas faire sa distribution. Ils nous ont dit clairement que distribuer de la nourriture était contraire à la loi. Nous avons demandé si nous pouvions au moins donner de l'eau aux gars. Il faisait très chaud. Ils nous ont dit non. Depuis mars dernier, un arrêté municipal interdit l'occupation prolongée de cette zone industrielle. Les associations dénoncent une interdiction de distribution de nourriture déguisée. Elle se fait pourtant à l'abri des regards. On a commencé la distribution. On a eu un camion de CRS qui est arrivé 3 minutes après. Ils nous ont dit tout de suite on arrête la distribution et nos bénévoles ont été pris par le col, ont été poussés. Et puis les journalistes sont arrivés, les policiers ont pris un peu de recul. Donc tout de suite on voit vraiment la différence quand il y a des journalistes. Les forces de l'ordre ont pour instruction d'empêcher tout point de fixation des exilés. Plusieurs migrants évoquent des violences policières. Ouais, beaucoup de bobos. La police, on dort, elle nous bat. Des violences niées en bloc. Autorités et policiers dénoncent une instrumentalisation des associations. Si ces gens veulent déposer plainte, qu'ils le fassent. Il y aura effectivement enquête. Si toutefois les faits ne sont pas avérés, il faut aussi savoir que nous, policiers, représentants de l'institution police, on se réserve le droit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors que la jungle a été démantelée en octobre dernier, le nombre d'exilés repart à la hausse. Il y aurait aujourd'hui près de 600 migrants en transit à Calais. Bruxelles tape du poing sur la table. Nouvel épisode de la crise migratoire en Europe. Un dossier qui divise les membres de l'Union. Certains refusent les quotas, refoulent même les clandestins. C'est le cas de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, des pays désormais menacés de mesures de sanctions. Suivez. Ce sont 3 États dans le viseur de Bruxelles, accusés de refuser les réfugiés. Pologne, République tchèque
Et ici la Hongrie, où le gouvernement a décidé de mettre en place cette double barrière quasiment infranchissable le long de la frontière avec la Serbie afin d'empêcher les migrants d'entrer sur son territoire. Et pour ceux qui déjouent ce rideau de fer, le placement en détention est systématique. Les trois pays ne respectent pas les règles européennes sur l'accueil des réfugiés, alors qu'ils devraient appliquer le système de répartition par quota voté par Bruxelles. Pour la Hongrie, 1294 migrants. Pour la République tchèque, 2978. Pour la Pologne, 9287. Alors l'Europe hausse le ton. La Commission a décidé de lancer une procédure d'infraction contre ces trois États membres. Nous devons être justes envers les autres pays qui, eux, respectent les règles. Des sanctions financières sont envisagées. L'Europe menace de réduire de manière drastique les dotations à ces trois pays. Car dans le même temps, d'autres États comme la Grèce, l'Italie ou l'Allemagne sont débordés par l'arrivée de migrants et réclament une répartition plus équitable. Et on en vient à cet aveu de Mani. Depuis 3 semaines, l'armée des Philippines est engagée dans une offensive contre les djihadistes retranchés à Marawi dans le sud de l'archipel. Des combattants du groupe État islamique qui occupent encore 10% de la ville, un front tellement bloqué que les militants philippins ont dû faire appel aux grands frères américains. Suivez. Contrairement à ce qu'aurait souhaité l'armée des Philippines, le jour de la fête nationale n'aura pas célébré la victoire à Marawi. Bien au contraire, après 3 semaines de combat entre soldats et islamistes, Mani s'est résolu à faire appel à l'aide étrangère. C'est d'ailleurs l'armée elle-même qui confirme aujourd'hui la présence de soldats américains aux côtés des Philippins à Marawi. Dans une bataille, le plus important pour le commandant est le renseignement. C'est le genre d'aide qui est fourni par les États-Unis. Ils ne participent pas au combat, mais ils doivent se protéger en cas d'attaque. C'est pourquoi nous leur permettons d'être armés. Ils sont seulement là pour aider nos troupes. Aucune précision sur le nombre de troupes américaines. Il s'agirait d'un petit contingent dont la présence à Marawi est confirmée par l'ambassade des États-Unis aux Philippines. Washington avait avant cela annoncé la livraison d'armes dans le cadre d'un programme d'aide à la lutte antiterroriste entre les deux pays. États-Unis-Philippines, un très ancien partenariat lié par un traité de défense mutuelle depuis 1951. Une relation qui fait l'unanimité au sein de la classe politique du pays, à l'exception notable et minoritaire du président philippin et de ses partisans. Nous exprimons notre opposition sur la participation des troupes américaines dans la bataille de Marawi. Nous ne voulons pas que les Philippines deviennent un autre Afghanistan, Irak ou comme en Syrie et en Libye. Donc les Américains doivent quitter les Philippines. En 2002, les États-Unis avaient fourni le même genre d'aide dans cette région du Mindanao où se trouve la ville de Marawi, dont 10% est encore actuellement sous contrôle des islamistes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 20h. Merci pour toute l'attention et restez connectés pour la suite des programmes. Bonsoir chez vous.